C'est l'un des hommes les plus puissants de France, propriétaire de médias comme BFM ou RMC, mais aussi d'entreprises de télécom à travers le monde comme SFR. Patrick Drahi est un homme riche, très riche. Le Media Challenge estime sa fortune à près de 11 milliards d'euros. C'est un homme très endetté aussi. Altice, son groupe, a aujourd'hui 60 milliards d'euros de dettes. Mais officiellement, ça ne l'inquiète pas. Je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Ce milliardaire discret n'aime pas qu'on mette le nez dans ses petites affaires. Il ne donne que très rarement des interviews et ses montages financiers sont particulièrement complexes et opaques. Je m'appelle Mathieu Mollard, je suis journaliste à Street Press et depuis plus d'1 an, avec des journalistes de 2 autres médias indépendants, Reflet et Blast, nous enquêtons sur cet homme d'affaires. Nous avons mis la main sur des centaines de milliers de documents comptables piratés par des hackers russes. Nous les avons baptisés les Drahi Leaks. Grâce à eux, nous pouvons dévoiler certaines magouilles du milliardaire. La Suisse où il s'est installé l'accuse d'avoir fait semblant de quitter sa femme et lui réclame plus de 7 milliards d'euros. Il paye pas d'impôts, mais il paye des millions d'euros à des cabinets de fiscalistes pour ne pas payer ses impôts. C'est une industrialisation du montage financier. Les Drahi Leaks, c'est aussi une plongée dans le quotidien d'un ultra riche. L'homme d'affaires aux 5 passeports sillonne la planète dans son jet privé ou en yacht, il s'est offert des villas aux 4 coins du monde et collectionne les tableaux de maître. Ce qui ne poserait pas de problème si cet empire, il ne l'avait pas constitué au détriment des autres. Je vais vous raconter comment il s'est débarrassé de plus de la moitié des salariés d'SFR, tout en piochant des milliards dans les caisses de l'entreprise. Mais tout ça va-t-il s'arrêter un jour? Peut-être, car l'empire de Patrick Drahi vacille et pourrait s'effondrer. Patrick Drahi a fait sa fortune dans les télécoms, d'abord en investissant dans les réseaux de câbles internet en France, puis dans la téléphonie, en rachetant notamment SFR en 2014 et des médias. L'Express qu'il a revendu, Libération, BFM, RMC et i24 News. L'homme essaye d'être discret. Il ne donne presque aucune interview aux médias, il n'est sur aucun réseau social, sans doute parce qu'il a des choses à cacher. Regardez l'architecture de son empire représentée dans ce document confidentiel tiré des Drahi Leaks. Le montage est complexe, on a des sociétés, propriétaires de sociétés, propriétaires elles-mêmes de sociétés et ainsi de suite. L'argent circule de l'une à l'autre, change de pays, jusqu'à ce qu'on perde le fil. Et c'est justement le but. Alors les Drahi Leaks, c'est environ 450 000 documents qui ont été dérobés par des pirates russes, probablement, un groupe de ransomware qui s'appelait Hive, et voilà, qui a dérobé ces documents qui appartiennent au départ à la société Altice, et qui les a ensuite publiés sur Internet parce que Altice n'a pas souhaité payer la rançon qui était demandée. Le journaliste qui a mis la main sur ce trésor, c'est lui. Antoine Champagne, rédacteur en chef de Reflet.info, un média indépendant fondé par des journalistes et des hackers. On suit à peu près en temps réel l'activité des groupes de ransomware. Donc on a des espèces d'alertes automatiques qui font que dès qu'un groupe de ransomware pirate une entreprise et l'annonce sur son site web, nous, on est immédiatement tenus au courant. Le lundi 5 septembre 2022, un peu après midi, Reflet va publier le premier article basé sur ce leaks. Il y est question du yacht et du jet privé de Patrick Drahi, mais aussi de certaines de ses entreprises. Dès la publication, Altice et Patrick Drahi voient rouge. La riposte est immédiate. De ces documents, le journaliste a tiré une série d'articles et de procès. Il nous a assigné devant, bizarrement, le tribunal de commerce pour atteinte au secret des affaires, qui normalement est une loi qui ne s'applique pas à la presse. C'est la première fois qu'une entreprise invoque le secret des affaires pour censurer un média. Et le pire, c'est que la justice va lui donner raison. Dans un premier temps, la justice décide de nous condamner sans nous condamner. C'est-à-dire que on n'a pas à retirer les papiers qui ont déjà été publiés parce que, selon elle, on n'a pas violé le secret des affaires. Mais d'un autre côté, elle nous interdit d'en publier de nouveaux parce qu'il y aurait un risque potentiel que, à l'avenir, on écrive sur quelque chose qui serait du domaine du secret des affaires. Mais plutôt que de baisser les bras face à la pression, Reflet va chercher à renforcer l'équipe. Ils font le tour des médias indépendants pour trouver des journalistes prêts à monter au front. Nos 3 médias indépendants, Street Press, Reflet
et Blast ont décidé de joindre leurs forces autour d'un projet commun. À partir de là, et pendant plus d'1 an, nous serons 5 journalistes à enquêter à partir de ces leaks. Mais trouver des infos utiles revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a plus de 400 000 documents. Parfois c'est un simple mail, mais dans d'autres cas, c'est un document de plusieurs milliers de pages écrit dans une langue ou une autre. Pour fouiller dans cette immense bibliothèque, Reflet nous a mis à disposition un outil d'aide à l'enquête baptisé Aleph. Regardez, c'est comme un moteur de recherche. On va taper des noms d'entreprises ou des noms propres, et ainsi découvrir les contrats secrets de Jean-Jacques Bourdin et Jacques Attali, ou le petit cadeau du milliardaire à Bernard-Henri Lévy. Mais surtout, au fil de cette enquête, nous allons découvrir l'une des principales obsessions de l'homme d'affaires, payer le moins d'impôts possible. On l'a dit, Patrick Drahi habite en Suisse. Peut-être par passion pour la montagne, mais plus probablement parce qu'on y paye moins d'impôts qu'en France. Mais toujours trop à son goût. Pour en payer encore moins, il va faire semblant de vivre séparé de sa femme, et ce n'est pas une mince affaire. Le fisc de Genève lui réclame 7,5 milliards d'euros d'impôts et autres pénalités. En 2005, son couple bat de l'aile au point de se séparer. C'est en tout cas ce qu'ils affirment aux services fiscaux helvètes. Les Drahi officialisent leur rupture par la signature d'un contrat de séparation de biens. Madame conserve la maison de Colonie, une banlieue huppée de Genève où leurs enfants sont scolarisés. Monsieur, lui, déménage à Rolle, une ville située dans le canton voisin de Vaud, où il vient justement, quel hasard, d'obtenir un arrangement fiscal plus intéressant. Car en Suisse, le taux d'imposition n'est pas le même sur tout le territoire, et si on est très riche, on peut même le négocier. En 2011, l'homme d'affaires déménage à nouveau. Il quitte les bords du lac Léman pour s'installer à la montagne, à Zermatt, une station de ski située dans le canton du Valais, qui lui propose un nouveau forfait fiscal encore plus avantageux. Un milliardaire dont le collimateur du fisc genevois et dont le dossier fiscal donne lieu à un combat entre deux cantons, Genève et le Valais, où il bénéficie d'un forfait fiscal. Nous avons eu accès à des documents issus d'une fuite informatique et qui éclairent sur cette guerre fiscale. En résumé, pour le canton de Genève, Patrick Drahi vivrait dans la commune huppée de Colonie avec son épouse. Genève l'affirme dans un document de 200 pages adressé à l'homme d'affaires. Faux, répond ce dernier, qui nous a transmis sa position par la voix de son bras droit. Par principe, M. Drahi ne commente ni ne confirme ou n'infirme les allégations relatives à sa vie privée. En clair, Patrick Drahi conteste donc vivre et partager ses revenus avec sa femme. Chacun aurait son domicile, ses revenus, et donc chacun paye ses impôts. Sauf que c'est faux, grâce au Drahi Leaks, nous découvrons qu'il lui a versé plusieurs millions d'euros en dehors de toute pension alimentaire. Il lui prête aussi son yacht, son jet privé et ses différentes maisons. Mais surtout, de nombreux documents montrent qu'il continue à partager un domicile commun. Ainsi, madame apparaît sur les contrats d'assurance et donne son avis sur le choix du cuisinier ou de la déco. Elle l'accompagne sur certains de ses déplacements et plusieurs fois par an, ils partent ensemble en vacances. Les époux Drahi sont embêtés par cette affaire, car le canton genevois leur réclame près de 7,5 milliards d'euros, soit approximativement la moitié de sa fortune. Ils vont donc mandater une armée d'avocats et de conseillers pour convaincre les services fiscaux que l'homme d'affaires est célibataire, et il y a du boulot. Pourquoi Patrick Drahi porte toujours son alliance? Comment se fait-il que le couple ait renouvelé ses vœux devant un rabbin 7 ans après la séparation? Ou pourquoi ont-ils créé une fondation 10 ans après? Le dossier n'est toujours pas tranché et l'on ne sait pas si Patrick Drahi va devoir payer ses 7,5 milliards d'euros. La fausse rupture n'est pas la seule magouille fiscale de l'homme d'affaires. Il joue aussi des avantages fiscaux associés à ses nombreuses nationalités. La famille Drahi n'a pas moins de 30 passeports, 5 pour le seul patriarche. Il est né au Maroc d'une famille française. Il a donc dès l'enfance ces deux nationalités. Il va ensuite s'installer et investir en Israël, puis racheter un opérateur téléphonique portugais et au passage récupérer la nationalité et les avantages fiscaux qui vont avec. Pour finir, il va s'offrir un passeport de Saint Kitts et Nevis, un petit paradis fiscal situé dans les Caraïbes. Bienvenue dans le monde des ultra-riches. Si on en croit la presse, Patrick Drahi a pourtant su rester simple. Dans un article publié en 2016, le magazine Vanity Fair raconte son quotidien de milliardaire normal. Extrait. Il se murmure dans les rues du village que l'homme est un peu spécial. Il aime prendre le bus. Certains l'ont déjà vu patienter, à l'arrêt de la ligne A, tout sourire, en jean et polo, Swatch au poignet. Un portrait qui fait sourire Florence Gaillard, journaliste pour le média indépendant Blast. Elle s'est penchée sur le train de vie de l'homme d'affaires. Alors le train de vie de Patrick Drahi, il est tout sauf modeste.
Il prend le bus, c'est certainement très exotique pour lui, ça lui arrive peut-être une fois ou deux par an, je ne sais pas, l'article de Vanity Fair ne le dit pas. En fait, ce dont on s'aperçoit quand on regarde tous ces documents, et notamment, là je parle de ses avoirs personnels, de la façon dont il gère son patrimoine personnel, familial, on se rend compte que là on est dans des dimensions et avec des chiffres qui pour nous sont complètement inimaginables. C'est un autre monde. Patrick Drahi a un patrimoine immobilier qui, selon nos estimations, dépasse le milliard d'euros. Des chalets en Suisse, un immense appartement en plein cœur de Manhattan, une résidence en Israël, une villa dans son petit paradis fiscal de Saint-Kitts, la liste est longue. À cet immobilier de loisirs, il faut ajouter des bâtiments professionnels qu'il possède en son nom propre. Il est par exemple propriétaire de l'immense immeuble parisien qui héberge les sièges de SFR et BFM. Une manière de s'enrichir sur le dos de ces entreprises qui lui versent un loyer. Le système qu'il met en place, c'est qu'il achète un bâtiment dans lequel il va installer ses propres sociétés, lesquelles propres sociétés vont payer un loyer au propriétaire de ce bâtiment qui est Patrick Drahi. Donc ça veut dire que ce que SFR Drahi Altis sort de sa poche droite pour le loyer, Drahi le retrouve dans sa poche gauche sous forme de rente de loyer. L'enjeu, c'est de gagner toujours plus. En l'occurrence, là, il s'enrichit sur le dos de sa propre entreprise. Patrick Drahi a aussi investi dans l'art. Chagall, Picasso, Kandinsky, Miro. Il possède plus de 200 chefs-d'œuvre qui ne sont jamais ou presque exposés au public. Certains sont accrochés au mur de ses résidences, les autres sont enfermés dans un coffre-fort en Suisse. Une collection estimée à plus de 750 millions d'euros, qui n'est plus officiellement la propriété de Patrick Drahi. Elles ont été cédées à 2 sociétés au nom de ses enfants et domiciliées à Saint-Vincent-les-Grenadines, un autre petit paradis fiscal des Caraïbes. Objectif de ce montage, échapper aux impôts sur les plus-values en cas de revente et aux droits de succession. Car, vivant ou mort, Patrick Drahi n'aime pas les impôts. Patrick Drahi n'aime pas non plus payer les salaires. En septembre 2015, il a expliqué à la presse portugaise qu'il souhaite, je cite, « payer le strict minimum ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Patrick Drahi rachète une entreprise, ce n'est pas son argent qu'il met sur la table. Il fait le tour des banques et emprunte la totalité ou presque de la somme. Écoutez France 2 l'expliquer en 2015. Quand il achète une société comme SFR, 17 milliards d'euros tout de même, Patrick Drahi utilise une technique financière qui tient en 3 lettres, le LBO pour Leverage Buyout. En français, achat à effet de levier. Rassurez-vous, on n'a pas compris tout de suite non plus. Mais heureusement, juste en face de notre bureau, on a un spécialiste, notre confrère François Langlais. On achète une entreprise sans un fifrelin, c'est-à-dire on n'a pas un radis en caisse, mais on s'endette. Et donc on paye le propriétaire avec cette dette et on fait rembourser la dette par la société achetée. Pour l'entreprise achetée, une cure de rigueur qui commence pour payer les échéances. On travaille à réduire ses coûts, à augmenter ses bénéfices, de façon à dégager suffisamment d'argent pour rembourser la dette initiale. Comme l'explique le journaliste François Langlais, quand une entreprise est rachetée par Patrick Drahi, elle est priée de se serrer la ceinture. Et SFR, le géant de la téléphonie, n'a pas échappé à la cure amaigrissante. Quand il rachète SFR en 2014, il y a à peu près 17 000 salariés dans l'entreprise. 10 ans après, aujourd'hui, en 2024, ils sont plus que 6 à 7 000. Donc en 10 ans, il a plus que divisé par 2 l'effectif de la boîte. Il cherche à tout prix à faire des économies sur le budget de fonctionnement de SFR. Et forcément, ça passe par les salariés. Le premier budget d'une entreprise, ce sont les salaires. Pour continuer à faire tourner sa boîte avec 2 fois moins de salariés, Patrick Drahi a délocalisé une partie de ses activités au Maroc, et notamment le service client. Il délocalise ce service client qu'il confie à une boîte marocaine au Maroc, avec des salaires évidemment marocains, qui ne sont évidemment pas les salaires français. Et parallèlement à ça, il prend lui-même des participations dans cette boîte qui est censée être une boîte de prestation de services pour SFR, qui n'est plus une entité SFR, qui est une entité indépendante de SFR. Mais comme, encore une fois, ce qui sort d'une poche doit re-rentrer de l'autre, et ben lui-même prend des participations dans cette entreprise. Patrick Drahi ne s'est pas contenté de diviser par 2 le nombre de salariés de SFR, il lui a aussi fait les poches.
Selon nos calculs, en 6 ans, 6,9 milliards d'euros sont sortis des comptes de Altice France, la société qui possède SFR et BFM. Tout le cash généré est en quelque sorte aspiré vers le haut et va rejoindre les comptes de sa maison mère basée au Luxembourg. Cet argent va ensuite permettre à Patrick Drahi de rembourser une partie de la dette contractée pour acheter SFR, mais aussi financer d'autres acquisitions. Pour vous donner un ordre de grandeur, avec cet argent, SFR et BFM auraient pu payer pendant 22 ans les salaires des presque 7000 salariés poussés vers la sortie par Patrick Drahi sur la même période. Le ciel s'assombrit pour le milliardaire. On l'a vu, la Suisse lui réclame plus de 7 milliards d'euros. Au Portugal aussi, son groupe est dans le viseur de la justice. Le 13 juillet, la police locale a mené simultanément 90 perquisitions dans les locaux de la filiale portugaise du groupe Télécom et chez les cadres de l'entreprise. Elle a dans la foulée placé en garde à vue Armando Pereira, considéré comme le numéro 2 du groupe. Il est accusé de fraude fiscale, corruption et blanchiment. Patrick Drahi jure qu'il n'était au courant de rien. Il se dit même victime d'une trahison. Mais difficile de croire que son bras droit, celui avec qui il construit son empire depuis plus de 20 ans, ait pu agir dans son dos. Ils sont voisins en Suisse, ils sont voisins à Saint-Kitts-et-Nevis, ils passent des vacances ensemble, ils se connaissent, ils font des affaires ensemble, ils ont des affaires, encore une fois, personnelles, professionnelles, ensemble. Mais surtout, ils partagent les mêmes comptables. L'affaire pourrait mettre en péril l'ensemble du groupe, d'autant que la justice française se penche elle aussi sur le dossier. Le problème n'est pas le montant détourné. La justice portugaise évoque une somme autour de 100 millions d'euros, ce qui pour un groupe de cette taille n'est pas grand-chose. Le problème, c'est que Patrick Drahi pourrait perdre la confiance des marchés financiers, qui se demandent si son groupe est bien géré. Eh bien, ce qu'on attend évidemment, c'est le succès pour nos investisseurs avant tout, puisqu'ils nous ont fait confiance, donc c'est important qu'on leur rende cette confiance. Et l'homme d'affaires a besoin des marchés financiers pour survivre. On l'a déjà dit, son groupe a près de 60 milliards d'euros de dettes. Pour rembourser en quelque sorte ses mensualités, il n'a que 2 solutions. Soit emprunter à nouveau, c'est ce qu'on appelle refinancer sa dette, mais pour ça, il faut que les marchés suivent. Soit vendre tout ou partie de ses entreprises, et là, ce serait la fin de l'empire Altice. Normalement, notre vidéo s'arrêtait ici. Mais depuis le tournage, le groupe Altice a annoncé la vente de son groupe média. C'est Rodolphe Saadé, le PDG de l'armateur CMA-CGM, qui s'est offert ce groupe propriétaire de BFM et RMC pour un peu plus d'1,5 milliard d'euros. C'est la fin de ce numéro de Fact. Merci d'abord de nous avoir regardés jusqu'au bout. Cela fait plus d'1 an que nous travaillons sur cette enquête, Street Press, Reflet et Blast. Comme aucun d'entre nous n'est financé par Patrick Drahi, nous avons créé une cagnotte, vous pouvez nous faire un don. Le lien est dans la description, ainsi que la trentaine d'articles que nous avons publiés. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode de Fact.